Est-il si évident que la manipulation soit inconciliable avec les principes fondamentaux d'une morale rigoureuse? Rien n'est moins sûr. Nous disions précédemment que l'action de soumettre la liberté d'un individu à celle d'un autre était en dernière instance l'en-priver, et donc le déposséder de sa dignité humaine. Mais prive-t-on véritablement le manipulé de sa liberté? On prend souvent l'image du marionnettiste pour se représenter le manipulateur. Mais cette image a ceci d'impropre que si la marionnette reliée par des fils à la main du marionnettiste lui est alors soumise par contrainte, rien ne lie physiquement le manipulé au manipulateur. Cette image impropre est d'ailleurs induite par la terminologie employée. L'eau soumise au gel est celle qui cesse de nous échapper pour s'offrir à nos mains, pouvant alors être modelée à l'envi. Seulement, sauf à supposer une force magique qui place l'esprit de l'un sous la coupe de celui de l'autre, rien ne permet de dire que le manipulateur s'adresse en réalité à autre chose qu'à la volonté libre du manipulé. Les expérimentateurs des différentes situations recensées par Joulay-Beauvois ne forcent pas les décisions des sujets. Ils ne les soumettent pas à la pression sociale, ce qui rendrait inefficace la manipulation. Ils ne leur cachent pas non plus les conséquences de leurs décisions. Ils les dévoilent simplement à des moments choisis, mais qui n'empêchent jamais les sujets de se rétracter. Notons par ailleurs que la technique manipulatoire, entre guillemets, n'est pas infaillible. Elle n'agit pas sur le sujet avec une nécessité toute mécanique, puisque certains individus ne donnent pas la suite attendue à leur premier acte. Et c'est pourquoi la psychologie sociale est incapable de prévoir le résultat d'une expérience particulière. Elle ne peut qu'indiquer l'issue statistiquement majoritaire d'un ensemble d'expériences similaires passées. Alors on dira aussi, les manipulateurs utilisent les autres dans leur intérêt, parfois pécuniaire. Mais ce n'est pas le fait de prendre l'autre comme un moyen qui est moralement répréhensible, c'est celui de ne le prendre que comme tel. Comme le dit bien Kant dans la fondation de la métaphysique des mœurs, l'impératif consiste à traiter l'humanité, je cite, toujours en même temps comme fin, jamais simplement comme moyen. Sans cela, la simple coopération avec autrui serait considérée comme condamnable. Or, ici, puisque le manipulateur s'adresse bien à la liberté du sujet, il le considère selon sa dignité d'homme, c'est-à-dire comme un être qui peut poser librement des fins. Alors on rétorquera que c'est une considération seulement apparente, que le manipulateur ne voit qu'un mécanisme dans la décision du manipulé, et que ce dernier, en dernière instance, certes par un acte libre, renonce à sa propre liberté, se constituant comme l'esclave de l'autre. Ceci rendrait condamnable non l'acte du manipulateur directement, mais celui du manipulé, puisque, comme le dit aussi Kant, est condamnable le fait de nier la dignité de l'homme, je cite, aussi bien dans sa propre personne que dans la personne de tout autre. Mais y a-t-il bien perte de liberté? Dire cela, c'est supposer l'idée suivante. Les individus qui agissent selon le chemin tracé à leur insu par l'expérimentateur n'auraient pas agi comme cela sans lui, et donc peuvent bien être dits sous sa coupe. Seulement, le raisonnement ici est insuffisant. Tout élément extérieur peut influencer et modifier le cours de mes actes sans être pour autant condamnable. Ma liberté n'est pas anéantie lorsque, par exemple, le fondant au chocolat que je commande au restaurant n'est plus disponible. Je me rabats alors simplement sur la crème brûlée. Et mon second choix reste un choix, quand bien même il ne correspond pas au premier. Rappelons que ces techniques laissent toujours la possibilité de se rétracter. Si l'on prend encore comme signe d'aliénation la persévérance dans de mauvais choix, on doit noter qu'il faudrait dans l'absolu pouvoir établir, 1, que les conséquences des choix précédents sont effectivement désavantageuses, et 2, qu'il est assuré qu'ils ne pourront par la suite produire de nouveaux et de meilleurs résultats. En effet, il n'est pas irrationnel de considérer, avec Descartes, dans le discours de la méthode, qu'en situation d'incertitude, persévérer dans une direction puisse être plus avantageux pour éviter une certaine forme d'errance. Il est possible que, pour reprendre les exemples précédents, réparer notre bonne vieille voiture permette de la faire tenir plus longtemps que notre garagiste concessionnaire l'avait prédit. Il est possible de continuer dans notre couple malgré les quelques turbulences et que cela nous permette de le fortifier. Il est enfin possible qu'une politique désavantageuse à court terme commence à ne porter ses fruits que sur un temps plus long, ou du moins rendre claires les raisons de son échec, diminuant ainsi l'incertitude initiale. Le dernier moyen pour condamner ces techniques consisterait en fait à montrer qu'elles peuvent pousser le sujet à agir en dehors et même contre ses convictions personnelles. C'est ce que prétend Joulay-Beauvois, parlant d'une possibilité d'amener, via l'effet de gel, le sujet à effectuer des actes que les psychologues appellent problématiques, c'est-à-dire contraires à ses opinions habituelles. Or, cette possibilité, elle nous semble parfaitement contestable, parce qu'il est impossible de la vérifier. Prenons une situation concrète. Un sujet qui se dit de droite est amené par pied dans la porte à effectuer un acte militant en faveur d'une personnalité politique affiliée à la gauche.
Joule et Beauvois diront « il a été mené par la manipulation à aller contre ses positions, contre lui-même ». Mais nous pouvons tout autant proposer l'interprétation suivante. Il a changé d'avis, ou du moins amendé sa position au contact de la réalité. Le problème, c'est qu'aucune expérience possible ne peut départager les deux analyses. Le psychologue peut estimer qu'en dernière instance, c'est une mécanique qui oriente la décision sur laquelle agit le manipulateur, comme nous pouvons considérer qu'il se joue dans ces décisions un usage de la liberté vis-à-vis duquel le prétendu manipulateur n'agit qu'en offrant des occasions de réalisation. Dès lors, dans l'espèce de petit procès en moralité que nous essayons de mener, selon le principe de présomption d'innocence, la technique dite manipulatoire, qui ne consiste finalement peut-être qu'à placer le sujet devant ses choix et qui peut l'amener justement à les préciser lorsqu'ils sont trop flous, doit être mise hors de cause, faute de preuves accablantes, tant évidemment qu'elle ne rentre pas dans le mensonge. Et le prétendu manipulé doit être tenu pour responsable de ce qu'il fait.